Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour parler du débat entre Donald Trump et Joe Biden, c'est Gérald Olivier. Vous êtes un journaliste franco-américain, auteur de Cover Up aux éditions Confident. Bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas resté éveillé toute la nuit. Vous avez regardé ce matin très tôt le replay du vous l'ai débat. avoué hors antenne. Vous l'avez avoué. En direct, c'était à 3h du matin, de 3h à 4h30. Donc non, j'ai dormi, mais je me suis levé tôt et je l'ai vu ce matin. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu ce matin et est-ce que vous avez trouvé que c'était un bon débat? Qu'est-ce que vous en avez retenu comme élément essentiel? Alors, l'élément essentiel, c'est que ça a été une catastrophe pour Joe Biden. Ouais. Donald Trump a été bon sans être excellent. Mais la question qu'il fallait se poser avant, c'est pourquoi un débat maintenant? Oui. C'est-à-dire que nous sommes à 130 jours du scrutin, on est le 27 juin. Il y a des débats présidentiels, il y en a eu avant, à la télévision, etc. En général, c'est au mois d'octobre, quelques semaines avant l'élection. Ouais. Là, on est avant l'été. Les conventions nationales n'ont même pas encore eu lieu. Or, ce sont celles qui officialisent les investitures des candidats. Et moi, j'ai une explication, je suis pas le seul à l'avoir. Mais il y a toujours des doutes côté démocrate sur la candidature de Joe Biden. C'est-à-dire qu'il y a le problème de son âge, il y a le problème de ses capacités intellectuelles et cognitives, comme on dit. Et je pense que si ils ont accepté récemment, parce que le débat a été monté très vite. Oui. Au début du printemps, Biden disait qu'il ne voulait pas débattre avec Trump, qu'il méprise profondément. Et puis, il a vu sa cote chuter dans les sondages. Il y a eu la condamnation au pénal de Trump à New York. Et à ce moment-là, les démocrates ont changé un petit peu leur fusil d'épaule en disant qu'ils étaient prêts à débattre et à le faire très vite. Or, il faut savoir qu'il y a au sein du camp démocrate des gens qui ne sont pas favorables à la candidature de Joe Biden. Mais est-ce qu'ils peuvent changer de candidat en cours de À mon avis, campagne? c'était l'objectif. L'objectif, c'était si Biden avait une performance au-dessous de la moyenne, qu'il montrait qu'il n'était pas capable d'être candidat et surtout d'être président pendant 4 ans, on chercherait à le remplacer au dernier moment. Mais ça, et je pense que c'est ce qui va se passer maintenant. Oui, là parce que ce qu'on a vu hier, c'est un Joe Biden qui cherche ses mots, très faible, très affaibli, Trump qui l'a humilié à plusieurs reprises. Absolument, à tous les points de vue. Et qui ressort de grand gagnant de ce débat, dans les sondages de sortie de débat. Mais la question, c'est pourquoi les démocrates n'ont pas pris les devants et on dit on va pas reconduire Joe Biden. On sait, ça fait des mois maintenant qu'on sait qu'il a des problèmes liés à l'âge et cognitifs. Pourquoi les démocrates ont attendu ce moment-là? C'est la question de fond. Il y a 2 raisons. La première, c'est que Joe Biden a battu Trump en 2020. Et il a été acquis très tôt que côté républicain, le candidat serait Trump. Donc il l'a battu une fois, il peut sans doute le battre une deuxième fois. C'était, du moins je pense, leur axe de pensée. Ouais. Le deuxième, c'est que c'est le candidat légitime parce qu'il est président en place et qu'un président en place, constitutionnellement, peut briguer un second mandat. Et mais 4 ans, ça paraît impossible quand on voit l'état de Joe Biden. Aujourd'hui, oui. Mais c'est pour ça, il y a un déclin très très net du président américain. Les démocrates ont été longtemps, comme on dit en anglais, en état de déni, in denial. Mais aujourd'hui, ça s'est vu toute fin cette nuit, ça s'est vu dans le débat, ça s'est vu aux cérémonies du débarquement il y a quelques semaines en France. Ça se voit à chaque fois que Joe Biden fait une apparition télévisée. Il a du mal à savoir où il est, il n'a pas de point de repère, il a du mal à s'exprimer, il marche avec difficulté, on va dire. Pour moi, il a perdu le débat hier, avant même que le débat débute, à sa façon de se diriger vers le podium. Il est rentré, il avait une démarche très fragile. Il a levé la main pour saluer une foule qui était absente puisque le débat n'était pas en public. Il a pointé vers son podium pour être sûr que c'était bien le sien. Et on voyait un vieil homme en difficulté. Trump a pris la parole le premier. Biden a répondu et il a été incapable dès ses premières phrases d'être clair. Il a bafouillé, on n'a pas compris ce qu'il a voulu dire, il a perdu le fil de sa pensée, il n'a pas répondu à la question. Son début de débat a été catastrophique et il s'est à peine rattrapé derrière. Donc les démocrates ont cru pendant un certain temps qu'il allait tenir le coup. Moi, j'ai écrit un article il y a quelques semaines sur mon blog, quelques mois sur mon blog. Est-ce que Joe Biden peut tenir? Eh bien, la réponse, c'est que non. Et ça se voit de plus en plus.
Et qui pour le remplacer alors côté c'est démocrate? toute la question, et c'est aussi la raison pour laquelle les démocrates n'ont pas voulu se débarrasser de lui, c'est que aux États-Unis vous avez 2 personnes sur le ticket, et sa vice-présidente actuelle et Kamala Harris. Et Kamala Harris, elle est invisible sur la scène internationale. Elle est invisible et elle est très impopulaire quand elle est visible, donc autant la cacher. Mais c'est surtout une femme et c'est surtout une personne de la communauté noire. Oui, mais ça ne fait pas tout. Non, mais ce sont 2 groupes d'électeurs sur lesquels les démocrates comptent. Et si vous retirez Joe Biden du ticket, techniquement c'est Kamala Harris qui monte. Et comme dans les sondages elle est encore moins populaire que lui, c'est pas le ticket gagnant. Donc la réalité, ce qu'il faut aux démocrates, ce qu'ils parviennent à faire, c'est que les 2 personnes du ticket soient remplacées. Donc on peut imaginer, je dis pas que ce soit le scénario, ça a été mentionné par quelques journalistes aux États-Unis, mais vous avez une sorte de scénario catastrophe, de mobilisation générale, où juste avant la convention, on demande, et on va voir des démocrates qui vont aller auprès de Joe Biden et de Jill Biden, parce que son épouse compte, pour les persuader de lui demander de se retirer. Et est-ce que c'est le retour d'Obama? Est-ce qu'il peut revenir? Non, pas lui, mais sa femme. Michelle Obama, c'est le ticket c'est une femme démocrate. Et elle est noire. C'est une femme et elle est noire. C'est la seule qui pourrait justifier que l'on retire Kamala Harris. Alors, Michelle Obama dit qu'elle ne veut pas de la présidence, elle veut surtout pas. Voilà. Politique, maintenant, l'appétit vient en mangeant, on ne sait jamais. Et puis, si la nation vous appelle, vous ne pouvez pas ne pas répondre. Mais qui dirige les États-Unis aujourd'hui, quand on voit l'état de Joe Biden? Ce sont les vétérans de l'équipe Obama. Et certains disent que c'est toujours Barack Obama lui-même. Mais la plupart des très hauts fonctionnaires de l'administration sont des gens qui travaillaient déjà sous les 2 mandats de Barack Obama et qui aujourd'hui prennent les décisions et guident Joe Biden. Ça, c'est une évidence. Après, vous avez la solution extérieure, où on va chercher quelqu'un comme Gavin Newsom. Gavin Newsom est le gouverneur de la Californie. C'est peut-être le démocrate le plus en vue aujourd'hui. C'est un libéral très bon teint. La Californie est un État très riche. Il a derrière les moyens de mobiliser de l'argent et je dirais de monter une campagne de manière assez rapide. Il faudrait qu'il se trouve un vice-président ou une vice-présidente. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que la convention n'a pas eu lieu, il n'est pas trop tard pour changer de candidat. Et parfois, lorsque les circonstances l'imposent, il est jamais trop tard. Souvenez-vous de 1968, le candidat c'était Robert Kennedy. Il est assassiné fin juin à Los Angeles. Donc il faut trouver quelqu'un d'autre. Là, on n'a pas le choix. Et les démocrates l'ont trouvé. À l'époque, c'était un monsieur qui s'appelait Humbert Humphrey, qui a d'ailleurs été battu à cette élection par Richard Nixon. Mais voilà, lorsque la nécessité l'impose, on peut changer de candidat au dernier moment. Les démocrates n'ont pas choisi de remplacer Joe Biden lorsqu'ils auraient pu le faire, avec les explications que je vous ai données, qui ne sont peut-être pas les seules. Là, je pense qu'il se retrouve dos au mur et que l'objectif de ce débat, c'était de forcer Joe Biden à comprendre qu'il n'a pas la capacité à se présenter. Il faut qu'il accepte de se retirer et à partir de là, on se retourne et puis on trouve une paire de candidats à présenter. Quelqu'un comme Anthony Blinken, qui est très présent, lui, sur la scène internationale, en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient, enfin, qui est très visible. Est-ce qu'il a une chance aussi? Pour moi, non, parce que c'est pas le profil qu'il faut. Il est présent sur la scène internationale. On le voit peut-être plus à l'étranger que les Américains ne le voient eux-mêmes. C'est le secrétaire d'État, donc il cherche à résoudre les problèmes au Moyen-Orient, il cherche à résoudre les problèmes en Ukraine, avec un succès au passage très très mitigé. Donc, et puis c'est une personnalité qui a toujours été d'appoint. Il a jamais été élu à quoi que ce soit. C'est un haut fonctionnaire, c'est un homme d'équipe, c'est un homme d'état-major. C'est pas forcément un leader de campagne. Donc les démocrates seraient à se chercher d'autres personnes inévitablement. Si la porte s'ouvre, vous verrez les candidatures apparaître, inévitablement. Et actuellement, la porte, elle est très fermée parce que les démocrates ont toujours, au contraire, voulu protéger Joe Biden. Joe Biden n'a pas eu véritablement à faire campagne pour la nomination démocrate. Non. Il y a un seul représentant, un monsieur qui s'appelle Dean Phillips du Minnesota, qui a osé dire dès l'automne dernier que Biden n'avait pas la capacité à être président pendant 4 nouvelles années et qu'il fallait donc quelqu'un d'autre. Il s'est présenté et il a eu beaucoup de mal à être entendu. Mais c'est étonnant quand même qu'un parti comme les démocrates n'ait pas eu préparer ce départ de Joe Biden en disant voilà, on voit, enfin tout le monde voit bien qu'il ne peut pas tenir 4 ans de plus à la tête des États-Unis. Et l'autre explication, c'est Donald Trump.
Donald Trump a cette capacité à affoler le camp adverse. Il fait peur à tout le monde. Il fait peur sur certaines de ses points de vue, d'ailleurs à tort, parce que pour moi, le Parti républicain est beaucoup plus fidèle à ce qu'il a toujours été que le Parti démocrate. C'est le Parti démocrate qui a totalement dérivé vers la gauche. Ce n'est absolument pas le Parti républicain qui a dérivé vers la droite, et ça, on pourrait le prouver point par point à travers les différents thèmes de la campagne d'ailleurs. Mais Trump fait peur parce que beaucoup de hauts fonctionnaires pensent qu'il va s'attaquer à l'État profond, qu'il va les virer, qu'il va changer certaines choses pour se débarrasser d'un certain nombre d'élus. Et donc là, la priorité dans le camp démocrate, ça a toujours été de faire barrage à Trump. Encore une fois, Joe Biden avait eu le mérite, la chance, l'opportunité, les moyens de gagner en 2020, et à partir du moment où il a dit je continue, on a laissé faire. Tout le monde n'a pas été d'accord. Vous avez notamment un conseiller de Barack Obama qui s'appelle Axelrod, qui lui, dès le départ, a dit non, il va pas tenir, il faut quelqu'un d'autre. C'est pas ce que le reste du parti a décidé, et on a donc suivi. On va parler dans un instant, évidemment, de Donald Trump également. Pour revenir sur ce débat présidentiel avec notre invité Gérald Olivier, si vous souhaitez nous rejoindre, poser une question, 0800 26 300 300, le standard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et nous revenons avec notre invité Gérald Olivier, journaliste franco-américain, auteur de Cover Up aux éditions Confident, sur ce débat présidentiel Joe Biden-Donald Trump qui a eu lieu dans la nuit. Un débat où on a d'abord parlé à l'instant du déclin cognitif de Joe Biden, assez visible. Autre candidat, c'est Donald Trump. Alors lui, il reste fidèle à lui-même. On l'a vu vanter ses qualités au golf, par exemple, durant ce débat, en disant moi je suis super bien placé, je sais encore jouer au golf, lui, il en est incapable. Et puis il y a eu ce moment lunaire où quand même Joe Biden l'accuse d'avoir eu un rapport sexuel avec une porn star. Enfin, parce qu'on en est là, quoi. C'était ce niveau-là. On parlait à la fois de l'Ukraine, à la fois du problème migratoire aux États-Unis, et puis après on envoyait des tacles sur les procès en cours, que ce soit sur Hunter Biden ou Donald Trump. Alors heureusement, c'est venu dans la deuxième moitié du débat et le golf tout à la fin. mais c'est vrai que les déboires judiciaires de Donald Trump ont été utilisés par Joe Biden. D'ailleurs, il y a une publicité qui est sortie sur les réseaux sociaux juste avant le débat où, alors elle n'est pas de Joe Biden lui-même, mais elle est de sympathisants démocrates, où on accuse donc Trump d'être un criminel condamné et qu'à partir de là, il a plus de justification à se présenter. Mais inévitablement, c'était une ligne d'attaque qui allait venir. Trump lui-même a clairement indiqué que pour lui, les poursuites judiciaires dont il avait fait l'objet étaient sans fondement et n'auraient pas eu lieu s'il n'était pas candidat à la présidence, et étaient manipulés au départ par la Maison-Blanche. Et il a clairement souligné que un très haut fonctionnaire du ministère de la Justice avait quitté son poste au ministère de la Justice pour rejoindre l'équipe du procureur de Manhattan juste avant, comme par hasard, que Donald Trump ne soit mis en accusation. Ces procès n'entachent en rien l'image de Donald Trump auprès de ses sympathisants, au contraire même. Au contraire, voilà. Les républicains ont encaissé énormément d'argent dans les jours et les semaines qui ont suivi sa condamnation. Ça veut dire que le public américain ne suit pas, ou le public américain a compris. Même les gens qui ne sont pas des sympathisants de Donald Trump ont remarqué qu'il y avait une activité de la justice qui allait à l'encontre de Trump précisément et des républicains en général. Là, certains aujourd'hui pensent, et c'est très très grave, que la justice américaine a perdu son indépendance, que le pouvoir politique utilise l'appareil judiciaire pour nuire à ses adversaires politiques. C'est extrêmement détrimental quand on prétend être la première démocratie au monde. Il y a en même temps le procès du fils de Joe Biden, Hunter Biden, donc c'est ce qui permet de dire que la justice est indépendante d'une certaine façon. D'une certaine façon, et c'est peut-être une certaine justification. Maintenant, les poursuites judiciaires d'Hunter Biden, elles ont eu lieu parce que finalement, l'année dernière, quelqu'un a mis le doigt sur un certain nombre d'arrangements qui auraient pu tout effacer. Et on a pu mettre le doigt sur cet arrangement parce que des commissions du Congrès ont mis la lumière sur ce qui était en train de se passer, parce que les républicains avaient gagné les élections en novembre. En vérité, les déboires d'Hunter Biden qui sont réels,
et qui sont contenus, enfin dont les éléments de preuve sont contenus dans le fameux ordinateur. Oui, qui était soi-disant de la désinformation russe il y a de ça 4 ans, alors que c'était tout à fait vrai. Voilà, c'était tout à fait vrai. Et Joe Biden lui-même, lors d'un débat, je rappelle que dans cet ordinateur, on voit le fils du président consommer de la drogue, avoir un pistolet, avoir des relations avec des prostituées. Et puis il y a toute l'affaire aussi Burisma, où le fils de Joe Biden avait été payé $70 000 par mois par une firme ukrainienne d'énergie, Burisma, pour simplement être au board, parce qu'il était le fils du vice-président à l'époque. Exactement. Ça, c'est le sujet de mon livre. Le sujet de mon livre, c'est la corruption du clan Biden. Et le clan Biden, c'est Joe le père, James le frère, Hunter le fils, et puis certaines des épouses et autres qui ont profité financièrement de la position d'influence de Joe Biden quand il était vice-président et qui ont monnayé l'accès au président. Ce qui n'est pas toujours de la corruption ouverte, mais ce qui est répréhensible et qui est, je dirais, couvert par ce qu'on appelle le trafic d'influence. Autour de ça, il y a le comportement personnel de Hunter Biden. Et c'est pour ce comportement personnel qu'il a été condamné récemment, pour avoir acheté une arme illégalement. Et c'est, je dirais, une accusation qu'il était presque parvenu à effacer. C'est-à-dire qu'il y avait un juge qui était prêt à passer l'éponge dessus. On faisait un deal, comme on dit, et puis on n'en parlait plus. Quelqu'un a trouvé que le deal était quand même trop favorable à Hunter Biden, a refusé de l'avaliser, et à partir de là, l'affaire a un petit peu explosé au grand jour, et on s'est rendu compte que le fils du président bénéficiait d'une clémence et d'un laxisme de la justice qui tendait justement à conforter l'idée qu'elle n'était plus à une seule vitesse, mais à deux, et même à trois quand on est Hunter Biden, le fils du vice-président. Donc il a des déboires, et ils vont se poursuivre, parce que là il était condamné pour port d'armes et achat d'armes illégales, mais il va être en justice au mois de septembre pour ses affaires fiscales. Et ce sont celles-là qui risquent d'impliquer le père, parce que ces affaires fiscales, c'est la conséquence de ses affaires avec l'Ukraine, avec la Chine, de l'argent qu'il a touché et de l'argent qu'il a partiellement redistribué et reversé à Joe Biden. Et tout le monde sait que Joe Biden est touché dans ses affaires. Donc là, ça ne concerne plus simplement le fils, pour les ça concerne aussi le père. Joe Biden. Ce serait une autre raison de le faire. Autre question, qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui l'électorat américain? Parce que ce débat a parlé beaucoup d'immigration et de pouvoir d'achat aussi. Ça a été le premier sujet. Le premier sujet, ça a été l'inflation. Le deuxième sujet, ça a été l'immigration. Le troisième sujet, ça a été l'avortement. Donc les trois questions de la campagne, c'est d'abord le coût de la vie. Et c'est vrai que la politique mise en place par l'administration démocrate, notamment en matière énergétique, notamment en matière de couverture de la fin de la pandémie. La pandémie était pratiquement terminée en janvier 2021 quand Joe Biden est arrivé, mais l'État fédéral a néanmoins distribué plus de 1500 milliards de dollars d'aides supplémentaires qui ont d'ailleurs alimenté la masse monétaire et favorisé l'inflation, alors qu'en même temps... Ça rappelle une situation qu'on connaît ici en France. Voilà, les États-Unis sont pas seuls au monde, exactement. Et en même temps, Joe Biden a décidé de commencer à marche forcée la transition énergétique. Donc il a supprimé ou considérablement bloqué la production de pétrole, la recherche de nouveaux gisements, l'exploitation de nouveaux gisements, ce qui a d'ailleurs créé une pénurie temporaire d'essence à la pompe, avec une explosion du prix de l'essence. Donc on a eu conjointement ces deux éléments qui ont favorisé l'inflation. Une inflation, le prix de l'essence, ça a une incidence sur le coût du transport. Qui a une incidence sur le coût des denrées lorsqu'elles arrivent au supermarché. Et on a vu des denrées de base, le lait, les œufs, la viande monter, alors que les revenus ne suivaient pas. Et puis surtout aux États-Unis, il faut bien comprendre que les Américains veulent être propriétaires de leur logement. C'est l'achat, je dirais, de toute une vie. Le crédit, il se fait sur 30 ans. Le crédit, il se fait en général à taux variable. Lorsque l'inflation repart, les taux de crédit explosent. Et là, eh bien, vos paiements mensuels, vous les voyez augmenter de 30, 40, 50, 100% parfois. Et ça a un impact énorme sur les budgets. Donc l'inflation aux États-Unis, elle a un impact immédiat et un impact très dur sur les budgets, notamment les budgets des ménages, je dirais, à revenus modestes. Et le premier sujet de préoccupation des ménages américains aujourd'hui, c'est le coût de la vie. Le deuxième, c'est l'immigration, parce que Joe Biden a également ouvert les frontières.
Ouais, avec le Mexique notamment. Avec le Mexique, la frontière sud, qui communique d'ailleurs avec le Mexique et l'Amérique centrale. Mais aujourd'hui, on constate que vous avez une immigration de gens qui viennent de partout dans le monde, d'Afrique, d'Asie, de Philippines, qui arrivent en Amérique centrale, souvent au Mexique, et qui après rejoignent des caravanes pour aller passer la frontière sud des États-Unis sur la fameuse rivière Rio Grande. Et le premier jour de son entrée en fonction, le premier jour, Joe Biden a signé une série de décrets qui ont totalement défait la politique mise en place par Donald Trump pour bloquer l'immigration à la frontière. Mur, il avait fait un mur. Alors, il avait commencé le mur. Il avait promis un mur, mais il avait promis, il n'avait pas beaucoup construit d'ailleurs, c'est un petit peu, voilà. Mais il avait surtout mis en place une politique qui n'incitait pas à venir franchir cette frontière. Si vous vouliez demander l'asile politique aux États-Unis, vous étiez obligé de le faire depuis un pays extérieur. Du coup, vous ne passiez pas. Joe Biden a éliminé cette politique. Du coup, les gens rentrent aux États-Unis, demandent l'asile politique et on peut plus les renvoyer chez eux. Ça a été un appel d'air énorme et on a vu arriver par millions. C'est 2 à 3 millions de clandestins tous les ans. Et il y a un certain nombre de pays d'Amérique centrale, le Venezuela, l'Équateur et d'autres, pour ne pas les nommer, qui en ont profité pour vider leurs prisons. Vous avez derrière cette immigration une politique de certains pays qui disent attendez, les Américains acceptent tout et n'importe qui, eh ben nous on va leur envoyer ce dont on ne veut pas et qu'on a du mal à gérer. Ça avait déjà été le cas dans les années 80 avec Cuba. Il y avait eu le fameux, le Mariel Boat Lift, ça s'était appelé, c'était Reagan qui était président à l'époque, où Fidel Castro avait vidé ses prisons pour envoyer les Cubains dont il ne voulait pas en Floride. Et là on a une répétition de ce modèle, mais c'est plus sur la seule Floride, c'est à l'échelle de l'ensemble du pays avec la frontière sud. Donc c'est le deuxième sujet parce que ça apporte une criminalité, il y a un coût social et puis évidemment il y a une pression à la baisse sur les salaires. Parce que les clandestins, ils acceptent tous les emplois à n'importe quel prix. Et donc, les Américains de revenus et de petits métiers et de petits revenus sont les premiers pénalisés par cette immigration clandestine. Donc, ces deux questions sont évidemment très favorables à la candidature de Donald Trump, parce qu'il a une vraie politique pour les gérer. Le troisième sujet que les démocrates vont mettre en avant, c'est évidemment l'avortement. Oui. Parce qu'il y a 2 ans, la décision Roe v. Wade qui avait légalisé cette procédure sur l'ensemble du territoire américain a été invalidé et du coup aujourd'hui l'avortement est géré d'État par État et vous avez des États plus conservateurs que d'autres qui mettent des restrictions. Oui, donc troisième sujet qui sort et puis un débat qui a montré la faiblesse de Joe Biden face à un Donald Trump sur le retour, prêt à tout pour prendre sa revanche. Voilà. C'est le grand enseignement, faiblesse intellectuelle et physique du président qui aura beaucoup de mal à justifier d'être candidat jusqu'au bout. Et de tenir 4 ans de plus. Merci beaucoup Gérald Olivier d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, c'est la culture dans tous ses états avec André Berkoff et Céline Alonso qui vont recevoir Pierre-Louis Lancel, auteur du livre Éloge des moches, une dizaine de portraits d'anthologie d'individus d'exception qui ont su faire de leur de leur laideur, un atout. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.